Ok, eh bien nickel. On va démarrer. Donc bonjour à toutes et à tous. Bienvenue en tout cas pour ce webinaire. Je me présente, je suis Alexandre. Je travaille chez Emera. Emera, c'est un accélérateur de start-up créé par et pour des entrepreneurs. On est basé principalement à Bordeaux. Et voilà, on est domicilié dans la Halle Emera, qui est une ancienne usine de 2000 m², qu'on opère et qui propose du coworking, de l'événementiel. Donc, bien sûr, la halle est fermée en ce moment. C'est pour cette raison qu'on est en webinar, et notamment aujourd'hui avec Grégoire. Est-ce que Grégoire, tu es avec nous? Oui, Ouais, big up. je suis Écoute, en tout là, cas, vous voyez ma caméra. Voilà, bref. on est hyper content, ben voilà, d'organiser ce webinaire avec toi. Peut-être rapidement pour terminer sur la présentation des MERA, nous aujourd'hui on a accompagné 25 boîtes en accélération depuis notre création, donc depuis 2016, et puis ben, voilà, on propose du coworking et de l'événementiel. Donc voilà, on a, on va dire, un réseau assez intéressant sur Bordeaux, mais pas que, puisque du coup la preuve en est, c'est que Grégoire est basé à Paris et qui est actuellement à Grenoble. Euh, donc, en fait, nous, dès l'annonce du confinement, on a assez rapidement switché en ligne pour organiser des webinars. C'est des formats d'événementiel qu'on organisait depuis 3 ans déjà, euh, parce qu'on avait beaucoup justement d'intervenants à l'extérieur de Bordeaux et que c'est un format chouette aussi qui est assez différent du meet-up classique. Et du coup, bah voilà, faut en profiter. On a organisé depuis le début de la crise, enfin, à peu près 6 ou 7 webinaires et depuis notre existence, une douzaine, ce qui représente à peu près 1000 participants, ce qui est pas mal. Et puis, ben, voilà, on essaie de traiter des sujets plutôt autour de l'écosystème startup. Aujourd'hui, c'est le cas. Et puis, on adresse aussi des sujets autour du télétravail, du collaboratif, qui sont plutôt pour des boîtes qui font de la transformation digitale. Donc, voilà, de la formation en ligne aussi, de l'événementiel en ligne. Et juste avant de vous passer la main, tiens, ça c'est un mot. On a reçu quelques initiatives locales que j'ai trouvé assez intéressantes à diffuser. En l'occurrence, Lumo, qui est un de nos coworkers, qui est une boîte qui fait du crowdfunding pour des projets à impact, qui lance justement une cagnotte Tous unis contre le virus que je partagerai sur le chat. Et on a également Bordeaux Mécène Solidaire, dans lequel Emera est membre, qui lance une cagnotte de soutien aux associations locales. Donc je sais que vous êtes extrêmement sollicité, mais j'ai trouvé intéressant de proposer, comme ces webinaires sont assez bien suivis, de proposer aussi de vous passer l'info. Et je passe la main à Grégoire. Grégoire, est-ce que tu es avec nous? Oui, c'est bon. La pression. Vous avez vu, j'étais plus beau sur cette photo. Voilà, c'était, je peux me couper les cheveux à l'époque. Bonjour à tous. Du coup, je me présente. Moi, je suis Grégoire Combato. Je suis CEO cofondateur de Germinal. Donc, c'est une boîte. On fait de l'acquisition client en mode commando, donc sur des missions de 4 à 8 semaines. Donc, on s'est lancé il y a 2 ans. Là, on est 30 salariés. On bosse avec un quart du CAC 40. On bosse avec la Société Générale, avec BNP, Natixis, La Poste, LVMH, Engie, blablabla, Unilever, enfin bon, bref, on va arrêter. Et des petites boîtes ou des grosses boîtes, enfin des petites startups, des fois 2, 3, 5, 10 personnes, et des grosses startups. On bosse avec Frishti qui a levé 30 millions, avec Payfit qui a levé 70 millions, avec Ornicar qui a levé 35 millions, blablabla. Je ne peux pas vous faire toute la liste. Enfin voilà. Et du coup, l'enjeu aujourd'hui, c'est de vous parler un petit peu, de vous parler growth. Nous, aujourd'hui, comme toutes les entreprises, on a eu un gros coup d'arrêt au tout début, pendant la semaine, un petit peu de panique, donc on en parlera. On verra ce qui se passe aujourd'hui pour nous. Et on a pas mal de clients qui ont repris, du coup, sur lesquels on a des données qui sont hyper intéressantes. Parce que du coup, on sait pour quel client ça fonctionne, pour quel client ça ne fonctionne pas. Et du coup, moi, l'objectif, là, c'est de vous partager un maximum d'insights sur les business où on voit qu'il y a des bons revenus, ceux où c'est vraiment compliqué, c'est quoi les opportunités, comment est-ce que vous pouvez pivoter, qu'est-ce qui peut se passer en termes de sortie de crise, etc. N'hésitez pas à vous abonner à mon Twitter. Enfin, en gros, je suis très actif sur Twitter, je m'y suis mis depuis 10 jours. Regardez, voilà, mon meilleur tweet a 6 likes. Hein, vraiment, je suis un gros influenceur. Mais j'essaie de faire du contenu assez intéressant. Donc, voilà, si vous êtes intéressé un peu startup, Inno et compagnie, j'essaie de faire des commentaires. Là, par exemple, voilà, mais ça peut être autant sur des trucs un peu macroéconomiques que sur de l'acquisition, des trucs qu'on a remarqués ces derniers temps. Je retweet aussi des comptes un peu stylés. Donc, n'hésitez pas à me suivre. Je suis hyper actif. Si vous n'aimez pas, désabonnez-vous, mais c'est cool. Ou sur LinkedIn, je fais 1 ou 2 posts par semaine où là, j'ai une beaucoup plus grosse communauté et je fais entre 50 et 100 000 de portée de publication par semaine. Donc, où là, je suis un peu plus présent. Mais voilà. Donc, le but, on va faire ça en 4 parties. Ça va être incroyable. Le but, c'est que vous posiez un maximum de questions. Si vous vouliez juste voir un replay,
Oui, on bosse en France et international, donc on a à peu près 25% de chiffre d'affaires international. Et donc, et oui, vous voyez moi en photo hein, sur un tracteur, hein, j'adore me prendre au sérieux, c'est vraiment un truc qui est très important pour moi, mon image de marque. Euh, et du coup, ce qu'on va voir, on va voir 4 parties aujourd'hui. Alors, moi, j'ai pas de slide, on va vous faire passer des tweets, ça va être plutôt sympa parce que j'aime beaucoup Twitter et c'est là où j'ai appris beaucoup de choses sur la crise, ça m'a permis d'anticiper la crise, etc. Et c'est aujourd'hui que j'arrive à avoir des infos et à rester un petit peu en avance et à toujours avoir 3 jours, 5 jours, 7 jours d'avance un petit peu sur l'actualité un peu plus mainstream qu'on voit dans la presse. Donc là, on va discuter des industries qui profitent de cette crise pour leur acquisition en ligne. Donc là, je vais vous donner des exemples, les marchés où ça fonctionne, etc. C'est quoi les coûts d'acquisition, les top 100 produits qui performent, les 100 produits qui performent le moins, et un petit peu les dépenses pub. Très rapidement, une analyse très rapide sur des boîtes qui ont dépensé 2,5 milliards de pubs aux États-Unis et qu'est-ce qu'elles ont vu. Des exemples de pivots réussis. Donc, qu'à la fois on peut adapter son marketing ou son produit, on en parlera. C'est pareil, on a des clients qui se sont adaptés et on a des stats là, qui viennent de tomber hier qui sont plutôt intéressantes. En troisième partie, des changements de comportement des consommateurs d'un point de vue macro. Donc, qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue macro pour les télécoms, pour la chaîne de valeur, la supply chain, donc la chaîne d'approvisionnement, etc. Et plus micro, ça vous intéresse les grosses tendances. Là, j'ai un gros thread des industries qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas selon les VC américains, en plus de mon exemple. Donc, ça, c'est assez cool. Un thread, c'est juste plein de tweets d'affilée. C'est comme un gros article sur Twitter. Et après, on discutera un peu de comment préparer l'après. Donc, l'après 11 mai, l'après déconfinement complet. Ma théorie là-dessus. Et c'est pareil, j'ai une analyse de sortie de crise par quarter des VC américains et un petit peu cette problématique de work on life balance, comment est-ce que ça va se passer. Et d'ailleurs, ça, je vais vous le mettre plus haut. Excusez-moi, je me mets en même temps. Sur les changements de consommation. Et après, on répondra à toutes vos questions. Voilà. Donc, on est parti. Première chose. Alors, les industries qui profitent de la crise pour leur acquisition en ligne. Il faut savoir que là, on est dans un nouveau marché. Je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui sont pas du compte. Avant, vous saviez, on parlait de product market fit, c'est-à-dire d'adéquation produit-marché. C'est les produits qui ont une traction, c'est-à-dire vous mettez produit ou service, hein, le bon produit ou le bon service en face du bon marché, et vous avez une traction. C'est ce qui permet à des startups de décoller, c'est ce qui vous permet de vendre, et c'est ce qui vous permet de faire décoller une boîte. Aujourd'hui, il y a ce que j'appelle moi un product pandemic fit, c'est-à-dire un fit entre la pandémie et votre produit ou votre service qui fait que pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois maximum, votre produit va énormément profiter de cette pandémie et ça vous permet de décoller. Et pour vous, c'est juste ce qu'on appelle un product market fit temporaire avec des gens qui meurent dans les hôpitaux, un product pandemic fit. Mais en gros, c'est vraiment le moment où vous pouvez profiter et c'est la seule chance en un siècle de faire décoller votre boîte et de vraiment accélérer. Donc, quelles industries en profitent? Il faut savoir que déjà dans ce nouveau marché qui s'est mis en place, dans cette adéquation entre certains produits, services et la pandémie, pour moi, il y a 3 phases. Il y a la première phase où il y a vraiment eu la panique. C'est la première semaine, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais tout le monde, absolument tout le monde, cliquait sur tout ce qui était lié au coronavirus. Après, il y a eu 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines d'ennui, où là, les gens commençaient à s'ennuyer. Et là, il fallait absolument communiquer par rapport au coronavirus. C'était très important. Si vous faisiez un post sur comment devenir influenceur sur LinkedIn, au bout de 10 jours, les gens vous disaient vous n'aviez pas d'engagement, vous n'aviez pas d'interaction. Et là, on est rentré dans la troisième phase pour moi, qui est l'ennui et un petit peu un retour à normal on en a un petit peu marre du coronavirus, on en a un petit peu marre des actualités. Et bien sûr qu'on continue à cliquer, mais on commence à être ouvert à d'autres possibilités, on commence à voir la fin de la crise. Donc, dans le premier cas, c'était impossible de communiquer sur autre chose que le coronavirus en mode vraiment info sur le coronavirus et pas sur votre entreprise. Dans la phase 2, on avait vraiment l'ennui où il fallait communiquer sur le coronavirus de façon spontanée, bienveillante, mais vous pouviez peut-être faire un peu de business. Et là, on est dans la phase où il y a une sorte de retour à la normale. Donc, pour moi, on est dans la phase 3. Après, on pourra en discuter des phases, etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des nouveaux besoins qui ont été créés, ce que je vous disais, pour une durée limitée. C'est un nouveau marché, c'est un produit pandémique fit. Et on a en parallèle beaucoup d'annonceurs qui font plus du tout de pub. Il faut savoir que les géants comme L'Oréal, la Société Générale, KPMG, beaucoup de clients à nous ont tout arrêté. Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, vous avez des coûts, donc des coûts pour 1000 impressions sur Facebook, par exemple, c'est-à-dire combien ça vous coûte de toucher 1000 personnes. Ce n'est pas un indicateur de performance, mais c'est un bon indicateur de performance de vos publicités qui sont extrêmement faibles. Il faut vous dire que ça a été divisé par 3 jusqu'à divisé par 6. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire de la pub sur Facebook, ça coûte entre 3 et 6 fois moins cher qu'habituellement. Parce qu'on a beaucoup plus d'impressions pendant le confinement, parce que les gens ont contacté beaucoup plus sur les réseaux sociaux, etc. Et en parallèle, on a une concurrence faible. Donc, en gros, on a un changement des règles du marché, plus une concurrence qui est beaucoup plus faible, plus des gens qui sont beaucoup plus en ligne. Donc voilà, c'est ces 3 indicateurs qu'il faut qu'on a
un monde de l'entrepreneuriat, de l'entreprise, de la vente en ligne qui a complètement changé. Alors, qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Je répondrai à vos questions. Là, moi, je fais une partie. Ensuite, je réponds à vos questions. Je fais vraiment une partie réponse aux questions, une autre partie réponse aux questions, une autre partie réponse aux questions. Donc voilà, là, je parle un petit peu tout d'affilé. Mais là, par exemple, je vais vous donner un exemple des 100 produits, un tweet qui envoie vers une étude qui donne les 100 produits qui fonctionnent le mieux. Donc, on va vous les passer hop, à tous les conférenciers. Vous devriez le voir affiché sur l'écran sauf si je me trompe. Donc, en gros, c'est que sur le e-commerce de fringues, par exemple, d'habits, il y a des boîtes qui vraiment s'en sortent très bien. Il y en a d'autres où c'est une catastrophe. C'est assez amusant. Par exemple, Asphalt s'en sort très bien. Asphalt-paris.com, si tu veux leur montrer. Ça s'en sort très bien. Pourquoi? Parce que c'est des précommandes. Ce qui fait que vous commandez dans 2 ou 3 mois. Ce qui fait qu'on a vraiment un effet hyper positif parce qu'en fait, les coûts ont énormément baissé. Mais vous achetez quand même votre jean pendant 2 mois ou vos chaussures pendant 2 mois. D'autant plus que Asphalt a toujours vendu comme ça. La cosmétique. Normalement, on a un retour sur investissement sur nos publicités qui est entre 1,3 et 1,6. C'est-à-dire pour 1 euro dépensé, vous faites entre 1,3 et 1,6 euros de vente. Ce n'est pas très rentable, mais comme vous avez une grosse rétention sur la cosmétique, en fait, c'est assez rentable et c'est plutôt des bons indicateurs. Il faut savoir que le marché de la cosmétique a chuté d'environ 30 à 40%. Mais comme la concurrence a baissé de 75%, ce que je mettais dans mon tweet, on a des clients qui sont passés de 1,5 de retour sur investissement à 2,5 à 3. C'est-à-dire qu'ils ont quasiment doublé leur retour sur investissement en faisant de la pub en ligne. Et il y a pourquoi? Parce qu'il y a plein de marques qui ont arrêté, ce que je vous disais, de faire de la publicité. Du coup, il y a moins de concurrence, il y a moins de demandes, mais il y a beaucoup moins de concurrence, ce qui fait que vos coûts sont meilleurs. Pareil, on a un client qui fait de la vente de fromage en ligne. Ses coûts d'acquisition étaient divisés par 4. Donc, on a vraiment des secteurs aussi comme le gaming, tout ce qui est souris, etc., sur l'équipement qui ont complètement explosé. Et notamment aussi les industries B2B qui vendent des services essentiels aux entreprises, donc comme des offres de webinars, des Slack, etc., qui ont complètement explosé. Nous, on bosse pour une boîte qui fait comment on appelle ça? Mince, excusez-moi. Enfin, de la téléphonie d'entreprise un petit peu spéciale dans le cloud, etc. Et en gros, nos campagnes d'acquisition, elles cartonnent. Ils ont des taux de réponse qui ont pris plus 30, plus 40, plus 50%. Donc voilà, je vous ai mis le tweet normalement pour voir un Ouais, petit peu les top 100 produits vers le haut, vers le bas. Je ne vais pas vous faire la liste de tous les produits, mais voilà. ouais, c'est assez intéressant. Et c'est quoi en fait? C'est quoi la source du coup? Ça, je ne sais pas, j'ai trouvé ça sur Twitter de sources de j'ai l'habitude de regarder qui généralement sourcent bien. D'accord, Donc d'accord. là, toutes les sources que je vous ai données, c'est des gens que je suis sur Twitter. Donc je ne peux pas vous valider la source parce que le temps que les sources soient validées, généralement, c'est devenu un peu passé. Mais en gros, c'est des mecs que je suis depuis assez longtemps et en qui j'ai une bonne confiance, les gens que je suis sur Twitter. Ok. Après, je ne peux pas vous dire que c'est une véracité totale pour tous les marchés et que ça ne va pas changer. Mais en tout cas, c'est des indicateurs. Oui, c'est à nuancer quoi. C'est ok. Oui, c'est à nuancer, mais c'est des indicateurs, en gros, de ce qui s'est passé sur des boîtes. Généralement, c'est des échantillons de quelques Quoi. boîtes qui ont bossé là-dessus. Et voilà, généralement, enfin, vraiment, généralement, c'est des échantillons. Ok, calme. C'est des boîtes qui sont allées voir 3, 4, 5 agences ou qui ont des stats Amazon, etc. Généralement, c'est comme ça qu'ils font leurs stats, avec 1 ou 2% du marché, pas plus. Ça nous permet d'avoir des choses intéressantes. En gros, pour moi, par contre, donc il y a des produits qui en profitent, il y a les produits qui n'en profitent pas mais qui ne sont pas impactés. C'est par exemple la vente de produits financiers. Nous, on bosse pour une application, une néobanque quelque part. Je ne peux pas vous donner parce que sinon vous allez deviner, mais une néobanque. Et on a fait diviser par 4 sur le coût d'acquisition parce qu'en fait, ils ont le même taux de conversion que d'habitude, mais ils ont divisé par 4 le coût, vu que la concurrence est plus faible, ce qui fait que leur coût d'acquisition est divisé par 4 sur l'installation de l'appli. Et après, vous avez la cosmétique où je vous disais, il y a beaucoup moins de demandes, mais comme il y a encore moins de concurrence, on a réussi à diviser les coûts par 2. Donc, vous avez vraiment les boîtes qui peuvent diviser leur coût par 7, 8 ou 10 parce que c'est les boîtes qui ont un produit pandemic fit, donc qui profitent à la fois d'une acquisition plus forte et d'une concurrence plus faible. Il y a les boîtes qui profitent seulement, qui ont la même demande et qui profitent seulement d'une concurrence plus faible. Et il y a les boîtes qui sont impactées par une concurrence plus faible en positif, mais qui ont une demande plus faible, ce qui fait qu'ils ne vont pas avoir leur coût divisé par 4, mais seulement divisé par 2 ou par 1,5. Donc ça, c'est le cas ce que je disais de la cosmétique. Qu'est-ce qu'on constate aussi d'un point de vue global pour le e-commerce? Ça, c'est un autre tweet que je mets. Ça, c'est à peu près 0,5%. C'est des agences aux États-Unis qui se sont mis ensemble. Je vous le mets dans le lien. En fait, on constate en gros que le e-commerce, de façon générale, hors produit indispensable, ça fonctionne mieux. Et ça, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir, mais en tout cas, je vous le dis, c'est le moment d'accélérer. Moi, j'ai des boîtes qui font du e-commerce, qui soit sont dans une logique de transformation et qui du coup ont accéléré leur transformation. Par exemple, on a un client qui vend des vêtements pour seniors.
qui a accéléré ses ventes e-commerce, c'est-à-dire ils dépensaient très peu et là on a x4 ou x5 sur le budget. Ils se sont dit c'est le moment de se transformer. Et il y a aussi des boîtes, par contre, où là vous avez un souci, c'est les boîtes qui ne se projettent plus. On va en parler après des pivots. Mais par exemple, quand vous vendez vous pourriez ne pas être impacté, par exemple l'immobilier ou les écoles, par exemple les écoles Montessori, etc. Pour la rentrée, on pourrait se dire que ce n'est pas impacté. Le problème, c'est que quand les gens doivent trop se projeter, à plus de 1 ou 2 mois, on a une vraie perte en termes de business. C'est-à-dire c'est des boîtes où on pourrait se dire, bah, on va aller à l'école en septembre et on va quand même acheter sa maison, louer sa maison d'ici 3 mois, 6 mois, parce qu'un achat, ça ne se fait pas comme ça, d'autant plus qu'on peut signer en ligne avec les notaires. On pourrait se dire qu'a priori, c'est des business qui ne vont pas en souffrir, et en fait, si, ils en souffrent énormément. Donc, tous les business où les gens doivent se projeter, on a vraiment un vrai problème avec eux. D'où ma deuxième partie, c'est vraiment quand on est dans une situation comme ça difficile, comment est-ce qu'on peut pivoter? C'est quoi les façons de pivoter? Comment est-ce qu'on peut s'adapter, quel que soit son type de boîte? Et là, je vais vous donner des exemples concrets. Donc voilà, là, on a vu vraiment les industries qui profitent de la crise. Pourquoi? Avec cette typologie, cette notion de product pandemic fit qui n'existait pas, mais qui existe de façon un petit peu courte. Et là, on va voir un petit peu les exemples de pivots réussis. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Mais avant de passer à cette partie-là, est-ce qu'il y a quelques questions? Est-ce que vous voulez qu'on réponde à quelques questions ou pas pendant 2 minutes avant de partir sur cette partie? Parce que sinon, moi, je vais partir jusqu'à 13h30 et on ne va plus m'arrêter. Est-ce qu'il y a des questions ou pas du tout? Alors moi, Sinon, j'étais justement en train de collecter les questions que les participants avaient posées au préalable. ouais, Et du coup, j'ai pas complètement finalisé. Donc peut-être que… faut que Ah, je je vois fasse qu'il gaffe. il y a Romain. Voilà, alors il y a des… effectivement, il y a Florian. En fait, Le je B2B? pense que Ouais. ce qui est intéressant, c'est que les gens sont intéressés, bien sûr, pour avoir des focus dans vos secteurs. Alors, je pense que ça va être complexe, sauf si tu me… Enfin, corrige-moi si je me Je peux trompe. faire rapidement les focus. Je peux faire chaque focus en 1 minute si vous voulez, ou en 30 secondes. Ouais, par exemple, ça peut être… Ok. Du coup, dans le B2B, pour répondre à la question de cette partie, parce que j'en ai pas forcément parlé, en gros, pour moi, enfin, j'en ai parlé, mais très rapidement, il y a vraiment 2 focus en B2B. Il y a tout ce qui est B2B obligatoire, c'est-à-dire les SaaS B2B, où là, vraiment, on a des très, très grosses perfs. Ensuite, vous avez les SaaS B2B non essentiels qui là se font tous couper. Moi, je connais plein de boîtes qui faisaient un petit peu des petites extensions, des trucs à 10, 15 euros par mois pour améliorer des choses sur la collab, des trucs comme ça, mais pas vraiment essentiels. Ils se sont tous fait couper. Et après, vous avez le B2B Small SME Service, où là, honnêtement, il y a un impact qui est fort. Et là, l'objectif pour vous, c'est de trouver, on en parlait tout à l'heure, c'est de trouver des clients Covid, c'est-à-dire des clients qui ont besoin de vos services pendant le Covid parce qu'ils lancent une nouvelle offre, parce qu'ils pivotent, etc. Et pour moi, les plus impactés, c'est les boîtes qui bossent avec des grosses boîtes, mais sur des choses qui ne sont pas essentielles. Et aujourd'hui, moi, j'ai pas mal de PME qui n'ont pas coupé, mais la plupart des grosses boîtes, elles ont tout arrêté. Donc aujourd'hui, si vous êtes en B2B service avec des grosses boîtes et que vous n'avez pas un lien direct avec le Covid, vous n'êtes pas bien du tout. Voilà, clairement. Pour vous donner un peu le panel très rapidement, après, si vous voulez, on pourra éventuellement entrer dans les détails. Du coup, pour attaquer cette deuxième partie un peu de pivot réussi, justement pour les boîtes qui ne sont pas bien, pour moi, il y a 2 façons. Soit vous adaptez votre marketing, votre communication, on va en parler, soit vous adaptez votre produit. Donc, déjà, pour adapter le marketing, il faut savoir que ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup moins de concurrence. On a des gens qui sont beaucoup plus présents. Ça veut dire que vous devez adapter votre façon de faire de l'acquisition. Moi, j'ai plein de boîtes qui faisaient des salons, qui faisaient des rendez-vous physiques, etc. Et je leur ai dit, c'est le moment de générer des leads. Pourquoi? Parce que les gens ont beaucoup plus de temps. Vous avez des coûts d'acquisition qui sont beaucoup moins chers. Vous avez des gens qui ont beaucoup plus de temps et qui doivent rester chez eux. Ça paraît évident, mais c'est le moment de produire un maximum de contenu. C'est-à-dire que nous, par exemple, on fait des formations par email gratuites. On est à 80 centimes le lead. Donc, c'est rien du tout, sachant que nous, derrière, on peut vendre des formations payantes entre 500 000 et 1500 euros. Donc, quand vous êtes à 80 centimes le lead, même si on convertit une personne sur 150, pour nous, c'est rentable. Donc, je vous laisse imaginer. Alors qu'avant la crise, on aurait plutôt été à 4 ou 5 euros. Tout ce qui est les écoles, moi, ce que je leur recommande, par exemple, si vous êtes une école qui prépare sa rentrée, c'est vraiment de produire du contenu, de produire. C'est le moment de produire du contenu, de pousser du contenu. Pareil dans l'immobilier, on a beaucoup de clients qui produisent énormément de contenu et ils ont des coûts par lead qui ont extrêmement baissé, par exemple sur des résidences seniors, la loi Pinel, etc. C'est le moment d'informer, c'est le moment de faire des livres blancs, c'est le moment de produire du contenu. Donc, c'est le meilleur moment pour produire du contenu parce que vous avez des gens qui sont à disposition, qui peuvent le lire, qui ne vont pas passer à l'acte d'achat. Là, une fois de plus, on parle des business qui sont impactés de plein fouet. On ne parle pas des autres business. Mais pour les business qui sont impactés de plein fouet, c'est le moment parce que, voilà,
vous avez moins de concurrence, vous avez des gens qui sont plus disponibles. C'est le moment de produire et de pousser du contenu. Et là, vous allez me dire, OK, c'est génial, mais quel type de contenu? Alors, le contenu habituel marche toujours. Le contenu habituel, tout ce qui est livre blanc, ça fonctionne très bien. Faire des posts sur LinkedIn, ça fonctionne, etc. On va pas en parler trop. On va en parler un petit peu du cycle de la restauration. On va en parler très rapidement juste après. Bonne question. Par contre, ce qui fonctionne extrêmement bien en ce moment, c'est le live. C'est-à-dire que, vous voyez, on a fait un webinar. Là, on a 60 inscrits. On a 46 personnes qui sont là. Donc, on a 75% des gens qui sont venus. Sans doute qu'on aura plus de 90% d'entre vous qui vont rester jusqu'à la fin. Et on a fait une communication qui était quand même assez. Enfin, c'est pas moi qui fais la communication pour le coup, mais la communication n'était pas non plus. Ça n'a pas été un tonnerre de communication avec des énormes budgets et compagnie. Et en pré-crise, avoir, sachant que Emera a une très belle communauté, donc c'est entre guillemets un peu plus facile, mais en pré-crise, faire un webinar sans communauté, c'était compliqué. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Il faut savoir que là, il y a de plus en plus de webinaires, donc du coup, il commence à y avoir une sorte de concurrence. Faire des webinaires, ça devient un peu moins, toujours plus intéressant qu'avant, mais un peu moins intéressant. Mais au tout début de la crise, il y a 3 semaines, moi, j'ai lancé un webinar comme ça, j'ai fait un post sur LinkedIn, j'ai eu 400 inscrits, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, faire du live, c'est la meilleure façon d'intéresser son audience parce qu'on a du temps et qu'on est chez soi. Donc, continuez à faire du contenu, livre blanc, post LinkedIn, de l'ADS qui envoie vers du contenu de qualité. C'est le moment de créer une communauté parce que ça vous coûte beaucoup moins cher, vous avez plus d'attention. Et le contenu vraiment qui explose, donc qui vous coûte moins cher parce que vous avez plus d'attention, mais qui en plus attire plus les gens, c'est le webinar, c'est le live, c'est de faire des choses en présentiel avec les gens. Donc là, je vous encourage à 100% et toutes les boîtes que je connais qui font ça de façon maligne et qui apportent de la valeur, c'est vraiment incroyable. Pour vous dire, nous, Germinal, on s'est mis à faire des webinars depuis 3 semaines. On fait entre 1 et 3 webinars par semaine. On a récolté 2000 emails. Donc, ce qui est juste 2000 emails de gens qualifiés qui sont venus à des webinars et qui envoient des newsletters derrière. On a 50% de taux d'ouverture. C'est complètement énorme. La dernière fois que j'ai essayé de faire un webinar, c'était il y a 6 mois pour un Black Book qu'on avait sorti. On a fait énormément de com. On a eu 40 personnes. Et on a fait de la com, newsletter, pub, etc. On a eu 40 ou 45 personnes. Et maintenant, 40 ou 45 personnes, c'est un bon webinar, mais ce n'est pas un webinar où on a fait de la com pendant 3 semaines ou 4 semaines par tous les canaux qui existent. Voilà. Donc, il y a C'est vraiment vrai quelque chose que qui est très, très fort. tu vois, Ouais, je fais le lien avec un webinar qu'on a organisé vendredi il y a 10 jours autour de la communication de crise, que d'ailleurs je mets là sur le chat, qui était aussi intéressant parce que Sophie, l'intervenante, elle disait que c'était important justement de prendre la parole, de dire ce que vous faites, d'être transparent sur est-ce que votre activité est arrêtée, est-ce que vous continuez, et si vous continuez, qu'est-ce que vous faites, puisque c'est aussi valorisant pour votre marque. Donc au final, il y a 2 aspects intéressants là-dessus, quoi. totalement. Et nous, on a vraiment communiqué sur qu'est-ce qu'on faisait, comment on était face à la crise. Et je vous dis, il y a la première semaine, il fallait parler de coronavirus. Les 3 semaines d'après, il fallait parler de quel positionnement. Et là, vous pouvez vous remettre à toujours parler de coronavirus, mais commencer à avoir une fatigue vis-à-vis du contenu pur coronavirus. Et là, il faut arriver sur justement comment est-ce qu'on communique sans faire comme si la crise n'existait pas, mais on peut commencer à communiquer de façon un petit peu plus normale, entre guillemets. Pour mes parents, il y a 2 semaines, c'était exactement ça. Il fallait parler du coronavirus, dire où on en était, c'était le perfect timing. Donc, très bien joué, très bonne analyse de sa part. Donc voilà, vous pouvez adapter votre marketing. C'est le moment de créer une marque, de renforcer votre marque. C'est le moment de créer une communauté. C'est le moment de profiter du business live. C'est le moment de faire du contenu. Et quelles que soient les boîtes, c'est un très très bon moment. Deuxième chose, dans le fait d'adapter son marketing, il y a aussi, vous pouvez adapter et prospecter ce qu'on appelle, moi j'appelle les opportunités Covid. C'est-à-dire, nous, on fait de l'acquisition client. On a 60% de nos clients qui sont complètement arrêtés. Et en fait, on s'est mis à faire de la prospection, entre guillemets, donc par du contenu, etc., par une stratégie de contenu, hein, c'est vraiment lié. Et en fait, on a beaucoup de clients qui viennent nous voir en disant j'ai une opportunité, je produis des masques, qu'est-ce qu'on a? Je fais de la conférence en télémédecine, je veux lancer un nouveau business de e-commerce et c'est le moment. Et les gens, ils sont avec des clients qui veulent attaquer tout de suite. Et en fait, on s'est mis à communiquer là-dessus, on s'est mis à faire du contenu là-dessus. Et on a eu, je sais pas, 7-8 leads qui sont arrivés. Et pour nous, un lead, c'est entre 12 et 20 000 euros. Donc, c'est des gros leads quand même. Qui sont arrivés directement intéressés par nos offres. Et du coup, en fait, en adaptant notre marketing, on a réussi à les récupérer, ce que j'appelle du business Covid. Pareil, je suis dans un groupe d'entrepreneurs, j'en ai un qui fait de l'intelligence artificielle et compagnie, un qui fait du dev. La BPI les a contactés pour les aider à changer leur infrastructure pour les demandes de prêt. Il y a un autre qui a récupéré des demandes pour l'IA pour arriver à récupérer dans les gares vides s'il y avait des problèmes de confinement, etc. Donc, il y a eu du business qui s'est créé. Encore faut-il communiquer, ce que tu disais, et aller le chercher. C'est hyper important. Donc voilà, en termes de marketing, c'est faites du contenu,
plus que jamais, privilégiez le live et orientez-le pour aller récupérer les clients qui pourraient être intéressés par ce produit, qui ont un produit pandémique fit et qui, du coup, pourraient être intéressés par vos services, quels qu'ils soient. Ensuite, il y a une façon d'adapter le produit. Alors, adapter le produit, on ne peut pas toujours le faire, mais je vais vous donner un exemple. Par exemple, il y a Shopify qui a sorti une initiative avec PayPlug qui permet aux commerçants de vendre en ligne. C'est-à-dire, en gros, ils vous font un site Shopify, ils vous mettent le paiement et ça vous permet de vendre. Moi, j'ai beaucoup d'industries. Par exemple, j'ai le cas d'un client, enfin, pas encore client, d'un prospect qui vend de l'huile moteur. Je peux vous dire dans quel, vous pourrez deviner qui c'est, mais en gros, qui a que des distributeurs qui vendent qu'en physique et qui, du coup, là, dit je lance mon e-commerce, je me lance. Donc, j'ai plein de business qui ont leur business qui était totalement arrêté, qui se sont dit OK, je pivote. Donc, typiquement, c'est aller sur la vente en ligne. Vous étiez physique, vous vendez en ligne. J'ai Hub Institute, très bon exemple, un gros qui faisait énormément de conférences physiques en B2B, Emmanuel. Et ben, du jour au lendemain, toutes leurs conférences ont été annulées, tous leurs salons ont été annulés, tout. C'est-à-dire que les mecs ils se sont retrouvés à zéro, toutes leurs formations en ligne ont été annulées, en physique. Du coup, ils sont mis à faire des webinars, ils vont organiser un salon en ligne, si je ne me trompe pas, et ils se sont mis à faire. Et là, ils commencent à vendre de la formation vraiment en ligne, donc en plus de webinars et de leurs conférences, entre guillemets, qui sont passées en ligne. Donc, ils ont tout passé en ligne en 3 semaines. Pareil, c'était pas évident parce qu'en fait, lui, il fait de l'événementiel B2B. Donc, théoriquement, c'était fini. Et il arrive à générer du chiffre et les boîtes, comment dire, il a vraiment adapté son marché alors que lui, il est passé d'un très beau chiffre d'affaires à quasiment zéro en termes d'événementiel, de billetterie, etc. Donc, c'était vraiment une catastrophe. Pareil, on a des boîtes comme des initiatives comme ça s'appelle Klaxoon, c'est la boîte qui est derrière, c'est Pleddy, qui ont fait un salon B2B en online. En gros, vous pouvez venir, vous avez des conférences, vous pouvez vous inscrire, vous avez en moyenne entre 300 et 700 personnes à tous les inscrits. Donc, il y avait vraiment un truc qui fonctionnait hyper bien. Donc, c'est le moment de vous dire, OK, comment est-ce que vous pouvez convertir? Donc, si vous disiez, soit vous mettez à produire du contenu en termes de market, du live de préférence, prenez un contenu qui est adapté, soit vous changez votre offre, vous allez chercher des prospects Covid, c'est ce qu'on a fait. Soit vous changez votre offre. Nous, par exemple, on s'est bien lancé de la formation en ligne et on a vendu presque 10 000 euros de formation en ligne en une semaine. Donc, après, on a une formation de grande qualité. On a des mecs qui sont reconnus dans le secteur, etc. C'est pas juste on s'est mis devant une caméra, on a fait les programmes, ça a été énormément de travail. Mais en gros, on a réussi à pivoter là-dessus. Je connais plein de boîtes qui ont réussi à pivoter. Et pareil, des commerçants, etc., qui ont accéléré. Et là, en fait, c'est marche ou crève. Quand vous avez tous les commerçants de France qui doivent pivoter, tous les restaurants de France, bah, c'est les 15, 20, 30 premiers pourcents qui vont pivoter, qui vont gagner. Et les autres, ils vont perdre. C'est aussi simple que ça. Là, c'est ceux qui se transforment le plus vite, qui innovent le plus vite, qui arrivent à gagner. C'est une course à la mort pour les business qui sont les plus touchés. Ouais, c'est vrai que cette notion, c'est intéressant parce qu'en plus, la question est revenue souvent. Comment faire, comment survivre, comment aller prospecter dans des secteurs qui sont très, très touchés. Et ben voilà, enfin, ton retour, c'était assez parlant. C'est-à-dire, voilà, innover pour suivre. C'est assez Et ouais, clair. j'ai beaucoup de boîtes qui sont vraiment dans les innover pour survivre. Et j'ai des boîtes qui avaient des projets à 6 mois qu'ils ont sortis en un mois. Et en fait, je vais vous dire un truc, le consommateur vous pardonne de faire du quick and dirty. Si vous sortez un e-commerce, que vous êtes un commerçant et que ça bug un peu, il ne va pas abandonner tout de suite. Vous voyez, avant, vous avez un temps de chargement long. Le mec, il abandonnait direct. Là, il se dit, OK, j'attends un peu, je sais que ce e-commerçant vient de se positionner. OK, c'est un webinar, l'image n'est pas ouf. Le mec a un cadre pas incroyable. C'est un peu le bordel dans l'orga. Je parle de mon premier webinar. Les gens ne vous en veulent pas. Je vais vous dire un truc, les gens ne vous en veulent pas. Et c'est le moment de faire du quick and dirty, c'est le moment d'innover, c'est le moment d'avancer vite. Maintenant, une fois qu'on avait un petit peu comment est-ce qu'on pouvait pivoter quand on le pouvait, soit en termes de com, soit en termes de produits vraiment, il y a un petit peu la question du changement du consommateur, des comportements pendant ce confinement. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que d'un point de vue général, je pense que là, pour moi, on a vraiment pris 5 ans en termes de transformation, c'est-à-dire ce qu'on aurait dû attendre 5 ans avant de l'avoir, on l'a tout de suite. C'est-à-dire tout ce qui est passé en ligne, le fait de moins se voir, le fait de moins bouger, le fait d'être plus économique, etc. Je ne sais pas si ça va revenir, mais moi, j'ai juste l'impression que là, en fait, en 2 mois, on est passé de 2020 à 2025. Et c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'usages de la visioconférence, de la transformation des entreprises, etc., qui auraient dû mettre longtemps, qui se sont fait en 2 mois alors que ça aurait dû faire 5 ans. Et je pense qu'il y a peut-être un tiers, 2 tiers de ces usages pour lesquels on ne reviendra jamais en arrière. Donc là, ça, c'est un petit peu ma croyance assez profonde là-dessus. Et comment est-ce que ça s'est traduit? Déjà, la première chose, comment est-ce que ça se traduit? C'est, je pense que d'un point de vue très macro, on va avoir un retour aux chaînes de valeur régionales, c'est-à-dire à la production
en région, c'est-à-dire on va plus avoir tous nos approvisionnements qui viennent de Chine. Il y a beaucoup de boîtes qui se sont dit, OK, maintenant il faut que j'ai des approvisionnements dans plus de pays, il faut que j'ai des approvisionnements en France ou au pire en Europe. Il y a beaucoup de boîtes qui régionalisent. Donc je pense qu'on va avoir une régionalisation assez forte des échanges. On a beaucoup de boîtes qui, là où avant elles créaient leur logo en Roumanie, elles faisaient la chaussure gauche en Chine et la chaussure droite en Thaïlande pour éviter la contrefaçon, bah là elles vont dire, OK, il faut que je puisse tout produire en Europe. Même si j'ai des capacités de production qui sont plus basses, il faut que je produise une partie en Europe. Et on a beaucoup de consommateurs qui aujourd'hui se disent je suis prêt à payer plus cher. Et le fait de se rendre compte que la coupure des échanges mondiaux a accéléré aussi cette croyance en le fait que, enfin cette croyance que je trouve très bénéfique, que on peut payer plus cher pour acheter quelque chose de local. Et je pense que même pour les agriculteurs, maintenant les gens disent OK, je comprends de ne pas avoir des oranges, etc. Je comprends que je vais manger des pommes qui viennent du marché d'à côté et que du coup, je ne peux pas avoir accès à tous les fruits et légumes, je ne peux pas avoir des ananas, etc. facilement. Et je pense que ça, c'est pareil, c'était une prise de conscience qui est en train de se faire, qui va s'accélérer. Deux, on va avoir une grosse hausse de dépenses sur la santé, soutien des entreprises. Je pense qu'on va avoir un abandon un peu de la, d'une maîtrise très forte de la dette, donc en termes d'indemnisation, chômage, une fin de la concurrence fiscale. Je pense que voilà, d'un point de vue macro, au niveau des entreprises, ça va se détendre. On va avoir une augmentation après, à mon avis, des impôts, mais on va arrêter de dire OK, il faut réduire le chômage, il faut tout réduire. Et d'ailleurs, entre guillemets, pour moi, un truc qui est assez drôle, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui étaient freelance, qui disaient c'est génial d'être freelance, et qu'elles se rendent compte que c'est pas si génial que ça. Et même, je pense qu'on va avoir un abandon du travail freelance, entre guillemets, vraiment par choix de lifestyle. Il y a beaucoup de boîtes, beaucoup de personnes qui commencent à se dire OK, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup que je sois salarié en fait. Donc voilà, une industrie plus forte en termes de l'État, d'un point de vue strat, dans les télécoms, dans le domaine médical, etc. Donc je pense que si vous travaillez dans ces domaines-là, il va y avoir un interventionnisme étatique qui sera plus fort dans les prochains mois, dans les prochaines années, même au niveau, vous voyez, Air France, etc., des nationalisations. D'un point de vue très macro, je pense qu'il y a des choses qui vont se passer comme ça. Et pareil, une compréhension très forte de la protection sociale. Et je pense que les budgets de protection sociale, si vous avez des clients dans les hôpitaux, etc., c'est des choses, on va revoir les budgets là. Voilà, on va avoir un peu un abandon de la rigueur et retourner à un interventionnisme peut-être assez fort. Ça, c'était très macro. D'un point de vue plus micro, moi, j'ai un Fred qui est plutôt bon sur les industries qui gagnent. Je vais vous le mettre ici. C'est une VC aux US qui a fait un contenu assez cool. Donc, je mets le Twitter. En gros, moi, ce que je vois sur les industries, on a vraiment un boom, une explosion du online pour les entreprises. Ce que vous dites, on a pris 5 ans en termes de remote work. Il y a énormément d'entreprises, même aux US, je ne vous ai pas mis de tweet, mais qui commencent à dire OK, après cette boîte, après la crise, je vais continuer en remote. Et nous, c'est notre cas. Ça a accéléré la fin du papier. Je vois beaucoup de boîtes qui se sont dit OK, maintenant, il faut des VPN, il faut tout mettre en ligne, etc. Ça a accéléré l'utilisation d'outils en SaaS dans le cloud. Donc voilà, la téléconsultation, le remote, le live, ça c'est des choses qui ont complètement accéléré, qui vont rester. L'accélération du e-commerce et de la transformation pour les pour les PME. Donc ça c'est pareil, ce que je dis, c'est Darwin, c'est-à-dire les boîtes qui se transforment plus vite vont gagner, les autres vont mourir. Il y a une remise en question partielle du modèle de freelance de valeur ajoutée, donc je pense que pour les plateformes, il va y avoir un impact. Et on a une grosse accélération d'un point de vue des particuliers, de tout ce qui est e-sport, apéro online, le fait de se faire livrer et du DIY, du fabriquer soi-même. Je pense que vraiment, si vous deviez prendre des choses qui vont accélérer, on va vraiment avoir une grosse accélération du faire soi-même, le fait de se faire livrer, le fait de moins se déplacer. C'est vraiment des grosses tendances qui, à mon avis, vont être très structurantes. Et voilà, donc du côté des entreprises, ce que je vous dis, on a une accélération de la transformation digitale sur laquelle on ne reviendra pas en arrière. Et il y a beaucoup de boîtes qui vont en profiter pour rester online, qui vont garder ces outils. Et sur les particuliers, tout ce qui était les loisirs montants et ces choses qu'on voyait, voilà, je vous disais, le faire soi-même, le fait de se faire livrer, etc. Le fait de se faire livrer, l'e-sport et compagnie, c'est des domaines, le gaming, c'est des choses qui expliquaient déjà. Le social, vraiment, l'apéro social, c'est des choses qui existaient déjà, mais de façon anecdotique, qui ont complètement explosé. Et à mon avis, c'est des tendances qui vont aussi rester, sur lesquelles on ne va pas revenir, si je peux me permettre. Donc voilà en termes de tendances. Maintenant, et je finirai là-dessus et ensuite on passera aux questions, si ça te va. Ce qui va sans doute se passer pour la reprise. Alors, j'ai un petit tweet sur la reprise en termes de quarter. Ça, c'est ce que disent la plupart des VC américains. C'est ce que disent. Donc, les VC, c'est les investisseurs américains. Hop. Donc, ça, c'est pareil. C'est sur les quarters. Comment ça va se passer? Est-ce que ça va être bon? Donc, les quarters, c'est les trimestres. Donc, Q1, Q2, Q3, Q4, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4. C'est pour vous donner un peu un ordre d'idée de ce qui va se passer. En gros, ce trimestre-là, on va prendre cher. Moi, je pense que le prochain trimestre, on va se faire défoncer la gueule parce qu'en fait, il y a énormément de boîtes qui vont commencer à faire des défauts de paiement, etc. Et toutes les boîtes les moins fragiles vont disparaître. Vous allez arriver un peu au bout des prêts des banques, etc.
il va y avoir une reprise à la normale, mais pas totale. Donc, les aides vont s'arrêter. Vous allez devoir payer certaines choses. Les charges sociales qui ont été repoussées vont devoir revenir, etc. Mais par contre, on ne sera pas encore totalement libéré. Donc, à mon avis, on va prendre bien cher. C'est-à-dire que là, vous savez, là, tout le monde est en apnée, mais il y en a qui vont devoir lâcher leur respiration et qui vont se noyer. Et ceux qui vont se noyer, ils vont en attirer d'autres vers le fond. Et à mon avis, ça va vraiment être le troisième quarter. Ensuite, on va avoir troisième trimestre, quatrième trimestre, premier trimestre de l'année prochaine. À mon avis, ça va commencer à être pas mal. Ça aura fait les boîtes vont se remettre à fonctionner. Les gens vont commencer à vraiment être dans la rue. On va reprendre un peu nos habitudes en gardant quelques trucs quand même. Et les boîtes seront mortes, donc on n'aura plus de défaut de paiement. Et les boîtes qui ont résisté, elles vont continuer, elles vont se mettre à grossir. Et je pense qu'après, ça va se remettre à attaquer. Mais c'est pareil, ça va être une pente douce et ça va sans doute mettre pas mal de temps. Moi, ce que je pense, c'est que là, à la sortie de la crise, le 11 mai, c'est qu'il y a énormément de boîtes, ce que j'appelle la période de Noël. C'est-à-dire, Noël, c'est une période où il y a énormément de gens qui veulent acheter, mais il y a tellement de concurrence que du coup, ça coûte extrêmement cher. Vous avez des taux de conversion qui explosent, une demande qui explose, mais une concurrence qui explose aussi. Ce qui fait que vos coûts d'acquisition par client vont même avoir tendance à augmenter. C'est drôle. Donc, du coup, moi, ce que je pense, c'est que là, les boîtes qui sont prêtes maintenant et qui se préparent, quand on va arriver le 11 mai, entre le 11 mai et le 15 juin, quand on va avoir une reprise, elles vont vendre bien et la concurrence n'aura pas encore explosé. Et là, petit à petit, les boîtes vont essayer de rattraper un peu les quarters, les trimestres qu'elles ont perdus. Donc, les boîtes comme L'Oréal, etc., Mars, elles vont augmenter les budgets. Elles vont tellement augmenter les budgets qu'en fait, d'un coup, ça va devenir hyper dur de vendre en ligne parce qu'il y aura une concurrence énorme. Et même s'il y aura plus d'achats, il n'y aura pas assez d'achats. Donc, je pense que là, vous avez vraiment un moment maintenant et vendez maintenant. Moi, j'ai des clients qui vendent maintenant, ça marche hyper bien. Allez-y, allez-y, allez-y. Jusqu'au 10, 12, 11 mai, 15 mai, parce que vous n'avez pas encore beaucoup de concurrence et les gens commencent à racheter. Vous allez avoir une période entre le 10 mai et le 20 mai, ça va être un énorme bordel, mais il y a des magasins qui vont être pleins, etc. Parce que je pense après, on verra ce que dit le gouvernement, etc. Plus, ça dépend des autres gouvernements. Mais après, je pense que pendant un mois, ça va être impossible de vendre. Ça va vraiment être très compliqué. Et il y a certains business qui vont s'en sortir, mais ça va vraiment être plus cher. Donc, je pense que c'est vraiment le moment d'investir maintenant. Et j'ai peur qu'à la reprise de la crise, ce soit embouteillé, que d'un coup, tous vos interlocuteurs soient complètement sous l'eau en B2B et qu'en B2C, les gens ils veulent absolument consommer, mais qu'ils soient couverts de pubs en permanence, que la concurrence explose et qu'ils ne vont pas non plus acheter 20 000 euros de trucs. Ils ne vont pas racheter tout ce qu'ils n'avaient pas acheté. Et donc, les boîtes vont essayer de récupérer leur chiffre d'affaires. Donc, je pense qu'on va vraiment avoir une période compliquée. Donc, anticipez, vendez avant. Après, si vous avez des business comme les restos et tout, on a vu qui vont être complètement pleins, sauf si on doit le port du masque obligatoire, etc. Quand ça va réouvrir, et ça va durer 2-3 semaines, et ça ne va pas profiter tant que ça. Donc voilà, ça c'est un petit peu mon truc sur la sortie de crise. Préparez-vous maintenant. Si vous il faut que vous soyez prêts maintenant à vendre. Commencez à faire des pubs, commencez à relancer vos campagnes. Parce qu'à un moment, ça va embouteiller. Vous n'avez pas envie de reprendre au moment où ça embouteille parce que vous avez payé beaucoup plus cher avec des gens beaucoup moins disponibles et ça n'a pas forcément très bien marché. Moi, c'est un peu ce que je pense. Je pense que ça va être assez brutal. Qu'il va y avoir un mois très compliqué où tout le monde va relancer ses budgets. Voilà. Et ça va être le gros rush. Là, on commence à avoir des annonceurs qui nous disent on veut relancer dans une semaine. Oui, Pour revenir du bureau, ça va être le bordel. Mais voilà, c'est le moment là. C'est le moment et attendez pas. Attendez pas la reprise, attendez pas le déconfinement parce que sinon, à mon avis, vous allez, sauf si votre business a vraiment besoin du déconfinement, ça peut être le cas de certains business, vraiment les restaurants, l'immobilier pour revisiter, etc. Mais si vous êtes dans la cosmétique, vous êtes un peu impacté par le confinement, mais pas trop, surtout pas le moment d'attendre. C'est surtout pas le moment d'attendre et d'attendre que ça revienne à la normale. C'est pareil si vous vendez de l'équipement, etc. Si vous pouvez le vendre en ligne avant le 15 mai, vendez-le en ligne avant le 15 mai. Parce qu'après, les gens ils vont se précipiter dans les magasins et compagnie. Et je pense que du coup, les magasins, il y en a qui vont être fermés, qui ne vont pas être autorisés. Enfin bref, évitez l'embouteillage. Désolé, c'était un peu brouillon ce que je disais. J'ai du mal ce que je dois adapter mon analyse aux différentes possibilités du gouvernement. Mais le but, c'est préparez-vous maintenant et faites le plus tôt possible. Anticipez le plus. Si vous n'anticipez pas, ce sera comme aller acheter ses cadeaux de Noël le 24 décembre. Le 24 décembre, il y a tout le monde dans les magasins, c'est l'enfer. ouais, ben tu vois, c'est assez. Bon, j'en profite un peu pour faire un petit coup de promo, mais vendredi, on a également justement un webinar. On essaie vraiment de couvrir pas mal de sujets sur le décryptage des nouvelles mesures fiscales et sociales des TPE-PME. Tu vois, Super donc, intéressant. bon, si certains sont intéressés, bien sûr, c'est un webinaire qui est ouvert, qui est un peu plus particulier, puisque voilà, c'est du décryptage juridico-légal et autour de la fiscalité. Mais je pense qu'on a aussi besoin de ce type d'update pendant cette période-là, quoi. Totalement. Et faites attention parce que j'ai parlé des boîtes qui font du chiffre d'affaires et dites-vous que c'est le moment de prendre un maximum parce que vous ne savez pas combien de temps la crise va durer.
Et si dans 6 mois, l'économie est encore dans le marasme, on va pas refaire des prêts, encore refaire des prêts. Et c'est pareil, il y a beaucoup de clients qui vont sans doute faire des défauts de paiement et qui vont couler. Et ça, il faut y penser. J'ai beaucoup de boîtes qui n'y pensent pas et qui pensent elles ont 140 000 euros de facture envoyée. Elles pensent qu'elles vont encaisser 140 000, sauf qu'en période de crise, les impayés ils explosent. Et les retards de paiement explosent aussi. Donc prenez vraiment tout ce que vous pouvez en allant à ce webinaire. Du coup, on va peut-être passer aux questions. Je ne sais pas si tu en as sélectionné ou. Yes, ouais, j'ai. Voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on vous demande de pré-poser des questions, c'est pour avoir aussi un petit peu de grain à moudre pendant les échanges. N'hésitez pas à en poser en direct live également. Mais effectivement, moi j'en ai relevé deux, trois qui étaient assez intéressantes et plutôt qui peuvent adresser aussi un grand nombre. C'est quels KPIs traquer en temps de crise? Alors, pour moi, la KPIs de base, donc la data que vous devez traquer, c'est toujours le coût par vente. C'est hyper important. Donc, pour moi, c'est vraiment combien ça vous coûte de faire une conversion, donc soit retour sur ROS, retour sur ad spend, donc retour sur investissement publicitaire, qui est combien ça vous coûte de faire 1 euro de vente en ligne. Donc, quand vous mettez 1 euro de pub, combien est-ce que vous faites de vente en ligne? Donc, par exemple, la ROS de 5, si vous mettez 1 euro, vous faites 5 euros de vente. Donc, ça, c'est la KPIs de base. Et pareil, combien ça vous coûte d'avoir un rendez-vous qualifié en B2B. Le problème, c'est que du coup, on est en période de crise. En période de crise, si ça ne fonctionne pas, que vous ne pouvez plus avoir de lead, etc., ce que je vous recommande, c'est combien ça vous coûte de générer un lead indirect. Donc, par exemple, les KPIs que je prends, moi, c'est le coût par inscrit sur nos newsletters, le coût par inscrit à nos webinars, le coût par inscrit à nos cours en ligne gratuits, nos cours par email gratuits, etc. Et là où avant, j'étais vraiment obsédé par le lead, je me dis, OK, je prépare la suite. Donc, j'essaie de voir combien ça me coûte d'avoir un lead qui va consommer du contenu en rapport plus ou moins direct avec mon activité et qui va rester. Donc voilà, je prends vraiment ces KPIs-là, en termes de coût par adresse email ou par adresse email collectée. Donc, en B2B ou en B2C, je vous dis, c'est la même chose là, c'est le même combat, c'est le moment de générer une communauté. Donc, ça coûte combien d'avoir un email qualifié qui va regarder du contenu. Donc, on est d'accord que c'est un lead qui est beaucoup moins qualifié que quelqu'un qui veut prendre un rendez-vous avec vous. Vous avez 2000 personnes qui rendez votre webinaire, vous n'allez pas avoir 2000 rendez-vous. Il y a cette KPI. La deuxième KPI, ce que je demande, c'est quand vous faites des posts en ligne, c'est l'engagement, c'est le niveau d'engagement. Combien est-ce que vous avez de personnes qui like, qui commentent vos posts? Est-ce que ce que vous faites intéresse les personnes? Et ça, c'est pareil, moi sur LinkedIn, je regarde de très près le niveau d'engagement de mes posts pour voir le taux de like, le taux de commentaires, etc. Donc moi aujourd'hui, les KPIs que je regarde, à part la vente et le rendez-vous vraiment très qualifié en B2B, parce que c'est plus compliqué pour certains de nos clients, c'est voilà, combien ça me coûte d'avoir un lead qui est dans ma communauté, entre guillemets, donc qui a vu du contenu, qui a vu du contenu et à qui je vais pouvoir envoyer des nouvelles. Et c'est quoi mon taux d'engagement sur les réseaux. Voilà, c'est les deux KPIs que je regarde un peu par défaut quand je ne peux pas vendre mon produit et que j'ai pivoté sur du marketing et que c'est ça qui est intéressant. Après, tout ce qui est KPIs, impressions, vues, visites et tout, je les regarde, mais j'y fais beaucoup moins attention. Par exemple, on a x2 sur le nombre de visiteurs sur notre site. Ça ne m'intéresse pas tant que ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'avoir des emails de gens que je peux recontacter et des gens qui interagissent avec moi sur mes posts. Il y avait. Tu m'entends? Ouais. Ouais, très bien, très bien. Il y a également Cédric qui pose la question. Donc, OK, se préparer maintenant, effectivement, c'est important. Ça, je pense, tu l'as bien précisé. Ton budget de campagne, tu l'étales jusqu'au 10 mai. Question, voilà. Et deuxième point, est-ce que, à ton avis, quel est ton avis sur la notion de brader ses prix ou au contraire de les maintenir? Ça c'est hyper intéressant. Intéressant. Moi, je mets mes campagnes habituelles et si je vois que c'est surperforme, j'augmente jusqu'à ce que ça soit bouffé. Donc là, nous, on dépense le plus possible tant qu'on est dans les objectifs de rentabilité du client. Donc là, on est dans une logique où si ça marche, il faut dépenser un maximum parce que ça ne va pas durer longtemps. Et si ça ne marche pas, on met un petit budget, mais on laisse tourner et on optimise tous les jours pour voir si à un moment ça redécolle, pour vraiment que quand la tendance remonte, on soit les premiers à le voir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, soit vous augmentez votre budget au maximum si vous avez une opportunité, et si ça ne fonctionne pas, gardez un petit budget tous les 2-3 jours, mettez un peu de budget, envoyez quelques emails pour voir quand même si ça reprend et pour être les premiers à vous rendre compte que ça reprend. Parce que les premiers qui vont reprendre, ce que je vous dis, ce sera Noël avant l'heure, c'est-à-dire ce sera Noël sans la concurrence et vous avez envie d'être averti. Et vous n'avez pas envie de voir un article LinkedIn sur un mec qui vous explique comment ça fait 10 jours que c'est incroyable et qui fait énormément de conversions. Quand vous voyez cet article-là, c'est trop tard en fait. Les coûts, ils ont déjà explosé. Surtout dans une période où on a aussi peu de temps que ça. Pour brader les prix, nous, honnêtement, sur notre politique de prix, on ne fait pas de réduction, etc. Et on n'a pas bradé les prix. On a dit c'est toujours le même prix. Après, il y a toujours la négociation, etc. Mais ce qu'on fait par contre, c'est qu'on est prêt à faire des missions plus courtes. C'est-à-dire où normalement, nous, on fait 4 semaines de missions d'affilée. Maintenant, on vend des 2 plus 2 missions. C'est-à-dire on fait 2 missions
comme c'est la crise, si ça marche, on continue. Si ça marche pas, on s'arrête tout de suite, ce qu'on ne fait pas habituellement, parce que les conditions peuvent changer hyper vite. Donc moi, je vous recommande d'adapter votre offre, c'est-à-dire des engagements moins longs, parce qu'on a beaucoup plus d'incertitudes, mais de ne pas brader vos prix. C'est vraiment ça que je recommande. Après, il y a aussi ce qui est intéressant, parce que nous, du coup, dans la Alemera, bah, on fait de l'événementiel, et ben forcément, il y a 90% de demandes en moins. Et du coup, effectivement, je pense ne pas brader ses prix. Par contre, bah, tu peux être sûr que si le prospect il signe, eh ben, il sera chéri, on va bien s'en occuper, on va peut-être lui amener un petit extra de service sans vraiment lui dire comme ça, mais il va se sentir Exactement, c'est ce vraiment qu'on était aux privilégié. gens. Nous, on était, alors maintenant, on est full charge, mais dans les 2-3 premières semaines, on n'était pas full charge. Je dis aux clients, si vous continuez, vous préparez avec nous, on s'occupera mieux de vous. Et on a eu des notes, des NPS de clients à 9,5, 10, quoi. Parce que les gens disaient, ouais, c'est incroyable. Et ouais, on a toujours fait le kilomètre en plus. Donc ça, vous pouvez le glisser discrètement, dire, bah voilà, je te cache pas qu'on n'est pas full charge. Et en effet, c'est un très très bon tips. Donc on va mieux bosser pour toi. Mais par contre, voilà, c'est la crise pour tout le monde. Et nous, sur les acomptes, on a un peu lâché. On demande 50% upfront, on a demandé 33% dans certains cas. Mais voilà, lâchez un peu sur les acomptes, lâchez peut-être un peu sur les délais de paiement, sur les modalités de mission, mais lâchez pas sur votre prix parce que ça, c'est pareil, c'est un truc qui peut rester. Et je pense pas que ce soit le moment de se brader. Il y avait, il y avait également, du coup, il y avait pas mal de questions autour du commercial, quel est le tact à avoir avec les clients B2B, puisque effectivement, comme c'est un temps de crise, les gens peut-être n'osent pas trop. Enfin voilà, je pense que tu l'as un peu expliqué au début en disant, bah, il y a eu une première semaine où tout le monde était choqué, et puis là, c'est un peu en train de se décanter. Euh, Bah, les voilà. 10 premiers jours, pour moi, oui, tu as bien analysé, c'est vraiment sur ce timing-là qu'il faut réfléchir. La première semaine, il fallait rien faire. C'était pas voulu. À partir, après la panique, moi, ce que je dis, c'est que j'envoyais des nouvelles pour me dire comment ça se passe avec le Covid, comment ça se passe de votre côté, chômage partiel. Je prenais vraiment des nouvelles et j'ai réussi à recréer des liens avec des prospects. Clairement. Donc, j'ai recréé des liens forts avec des prospects, mais juste en prenant des news. Ils m'ont appelé, ils m'ont parlé des problèmes avec leurs enfants et compagnie. Et j'ai rien essayé de leur vendre. Mais une semaine après, ils m'ont appelé en mode by the way, on a du budget qui a été débloqué pour ça, est-ce que ça t'intéresse? Donc, je pense que c'était vraiment le moment d'être humain, d'être spontané, d'être authentique et juste de prendre des news, quoi. Et de façon très naturelle, parce que c'est des gens, moi, mes prospects, c'est aussi des gens que j'apprécie. Et voilà, j'ai envie de savoir comment ils allaient. Et là, on est arrivé dans une phase un peu plus normale où là, je demande plus. Stratégiquement, vous en avez tout. C'est-à-dire, OK, est-ce que vous lancez une nouvelle offre? Regardez, j'ai vu ça, j'ai tel contenu qui pourrait vous intéresser. Donc là, je parle moins du Covid, mais je dis plutôt aux gens, voilà, je sais que tu bosses dans le e-commerce, j'ai vu tel contenu qui pourrait t'intéresser pour la reprise. Comment tu prépares ça? Vous êtes en chômage partiel ou pas, etc. Et là, c'est plutôt le moment de prendre des nouvelles sur la stratégie d'entreprise et de donner du contenu qui est en accord avec leur business. Et là, ça peut vous permettre en B2B de recréer du contact et d'être pertinent. Et je pense que c'est intéressant de faire ça en ce moment. Voilà, effectivement, il y avait plusieurs points là-dessus, bah, voilà, autour du tact, de la manière de Ouais. vendre. Donc ça, Oui, je pense que c'est le moment de pas être, c'est pas le moment d'être pushy, hein, je vous le dis tout de suite. Et Voilà. il y a également aussi quelqu'un qui a posé une question qui était intéressante. Donc, le contenu à produire, point d'interrogation, favoriser le service gratuit, on en parlait juste avant. Ouais, totalement. Alors nous, service pas très cher, le diagnostic à 20 euros, hein, je vous disais, le de 150, mais de 30 minutes. Je pense que c'est le moment de faire du contenu et en effet du service gratuit, c'est le moment parce que c'est le moment où les gens vont le consommer. Et ça doit être du service, hein, parce que ça peut être un moment où les gens vont prendre le temps. C'est-à-dire, généralement, faire un diagnostic d'une heure, on n'a pas trop le temps, mais là, on a plus le temps. Donc, les gens sont moins occupés, ils ont plus le temps. Et en effet, faire du live ou faire du service gratuit qui a du sens et qui ne prend pas trop de temps, faire des formations gratuites, je pense que c'est un bon moment. C'est un bon moment de faire du gratuit. Ouais. Parce que des fois, on vous propose des choses gratuites, mais vous n'avez juste pas le temps de les utiliser et là, vous aurez le temps. En effet, c'est une bonne piste. Il y a également aussi un des participants qui a posé la question sur le mass mailing. Est-ce que c'est toujours d'actualité et comment se Ah bah, différencier? Bon, bah, ça, je pense que c'est un ouais, sujet. en général, moi, le mass mailing, j'ai jamais été fan. Ce qui marche bien, c'est la prospection par email. Vraiment, des petites sessions de 100, 150 emails. Vous allez sélectionner des postes, des entreprises, vous allez les retrier à la main et vous allez envoyer de la prospection par email avec deux, trois emails, avec du bon contenu, où vous allez quand même vraiment rendre ça un peu, comment dire, vous allez mettre un contexte parce que du coup, comme c'est des petits badges de 100 ou 150 et vous savez dans quelle industrie ils bossent, ça marche bien. Oui, la prospection par email, individuelle, enfin quasi semi-personnalisée, quasi individualisée en multi-points de contact. Où nous, des fois, on envoie une lettre postale, puis trois emails, puis une demande d'ajout sur LinkedIn, puis on laisse un message sur le téléphone. Ça marche très bien. Mais il faut le faire de façon maligne, semi-personnalisée. Si vous voulez le faire de façon complètement personnalisée, faites-le à la main, un par un. Et voilà, si c'est pour envoyer 2000 ou 3000 emails comme ça en B2B sans aucune personnalisation, en effet, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas le moment.
Et d'habitude, ça ne marche pas, mais là, je pense que ça va être catastrophique. Et après, faire une newsletter, tenir au courant les gens avec du bon contenu par email, etc. Nous, on a des taux d'ouverture sur une grosse newsletter à 50-55%. Donc, c'est un bon moment de faire de l'email et de rester au contact. Voilà, c'est ça. Du coup, j'en profite également pour partager les réponses au sondage. Tu vois les réponses du coup, Greg? Ouais, je les vois, ouais. Ouais, voilà. Donc, bon, ben, en tout cas, merci déjà pour vos réponses. Euh, voilà, tu vois, on a de manière assez équitable, on a 37% de profil commercial marketing et 37% de founders, CEO ou dans les managers. Donc, voilà, c'est. Et d'ailleurs, pour du coup, les founders, les managers, dites-vous que c'est le moment de montrer que vous avez du leadership pendant cette crise. C'est le moment de montrer que vous anticipez, que vous n'avez pas peur et que les gens peuvent vous faire confiance. Et moi, j'ai beaucoup de mecs qui ont dit, qui ont mis tout le monde en télétravail parce que c'était plus en chômage technique, parce que c'était plus facile. C'est pas le moment. Si vous pouvez, c'est le moment d'innover, c'est le moment de pivoter, c'est le moment de garder le contact avec votre équipe, de les garder motivés. Et ça, c'est quelque chose dont ils se souviendront dans 3, 4, 5 ans ou dans 2 ans, quand ils se demanderont s'ils doivent partir de votre boîte. Ils diront putain, ce mec-là, il a su m'amener, on était en enfer et il a su me sortir de là. Voilà, c'est vraiment le moment. C'est pas le moment d'abdiquer votre rôle de CEO ou de dirigeant. C'est vraiment le moment de montrer du leadership. Et il y a Ben Horowitz qui a écrit Hard Things, qui est d'édition Duno en français, sur comment il a managé sa boîte pendant la crise de 2001 ou 2000, l'éclatement de la bulle Internet. Moi, je l'ai lu et ça m'a vraiment aidé. Comment adapter son produit quand on vend du hardware? Et bien là, j'ai envie de te dire, le hardware, c'est quand même compliqué. Donc, soit ton produit il se vend encore, et là, il faut faire du e-commerce et ça marche. Et sinon, c'est compliqué. Crowdfunding, non? C'est compliqué. Bon, Mais en après, tout cas, si ton produit se vend encore, il va y avoir une vraie opportunité quand les gens vont se mettre à racheter, etc. Parce que je te disais, les gens achètent plus en e-commerce, il y a moins de concurrence, donc il y a quelque chose à faire. Mais en effet, le hardware, ça fait partie des produits les plus difficiles à pivoter. Réfléchis, est-ce que tu peux pas faire de la formation en ligne? Est-ce que tu peux pas faire du live pour faire des démos, des trucs intéressants avec ton produit? Est-ce que c'est pas le moment de sortir peut-être un petit soft qui va avec, un truc sympa que vous allez coder en quelques jours si vous avez les compétences? Voilà, c'est le moment de pivoter et c'est compliqué. ouais, de créer une communauté autour du produit, une communauté de développeurs, par exemple, ça peut être intéressant. Ah oui, hardware B2B pour l'événementiel, ah ouais, là, t'es pas bien là. Bah là, typiquement, moi, ce que je pense, si tu es dans l'événementiel, après, c'est facile à dire de ma place, on est d'accord. Hein, bah, juste essayer de dire, OK, maintenant les boîtes, elles vont faire de l'événementiel. Je sais pas si tu es au courant, mais Microsoft a annulé tous ces événements physiques B2B, je crois, pour 1 an. Dis-toi, OK, il y a des nouveaux besoins. Ils font tout en ligne. Ce sera tout retranscrit en ligne, forcément. J'ai appris ça. C'est un collègue qui m'a dit ça, qui suit beaucoup de très près. Et ils disent, en gros, on ne sait pas combien de temps ça va durer, les compagnies. Eh bien, dis-toi, c'est le moment de sortir des produits pour aider les boîtes à faire les l'événementiel B2B. Et c'est le moment de pivoter, de prendre tes ingés, etc. Et de se dire, OK, go. OK, go, bah, je sors un produit, peut-être un autre produit. Voilà, c'est compliqué, mais qui aura la même cible de client, qui sera un SaaS, et que du coup, tu pourras vendre dans ton réseau habituel et en attendant la reprise du marché. Voilà, j'ai pas mieux. Après, ça peut être aider des boîtes à organiser de l'événementiel B2B en ligne avec une solution, etc. Et là, c'est pareil, ça te fait des leads. Parce que toutes les boîtes qui organisent de l'événementiel B2B en ligne, c'est qu'elles voulaient le faire en physique avant. Tu peux générer énormément de leads comme ça, pas très cher, en les aidant, en leur mettant du contenu, du livre blanc, des lives pour expliquer comment s'adapter, les outils, etc. Et quand ce sera la reprise, bah, tu auras 2000, 3000, 5000 adresses email de gens à qui tu pourras vendre ton produit. Pour le marché de l'accompagnement coaching, bah là, c'est faites du contenu, les gars. Faites du contenu, faites de la vidéo YouTube sur votre expertise. Moi, j'ai un mec qui a pris des coachings sur comment être bon en visio, parce qu'il faisait de la prise de parole en public, comment être bon en visio pendant la crise. Là, je viens de prendre 2 heures de coaching, etc. C'est le moment. Allez-y comme des bourrins sur le contenu si vous ne pouvez pas vendre. Essayez de vendre. Faites de la formation en ligne. Essayez de vendre de l'accompagnement à distance. Et faites du contenu comme des bourrins pour préparer la reprise. Franchement, quand vous faites du coaching et de l'accompagnement, en vrai, c'est quand même un bon moment, quoi. Je suis en train tu parlais de leadership tout à l'heure et j'en profitais aussi pour partager le lien d'un webinaire qu'on a organisé la semaine dernière qui était justement comment j'ai passé 30 salariés en télétravail en 48 heures et avec un gros contenu RH sur comment préparer les salariés au télétravail. D'ailleurs, je vous mets un lien sur comment innover en période de crise. J'en parle demain avec un collègue, David, qui c'est son boulot. Donc, tous ceux qui bossent dans l'accompagnement, qui doivent innover, c'est comment on lance un nouveau produit en 2 semaines, on fait votre landing page, vous testez quelle méthode, quels outils avec le no-code, comment vous pouvez aller chercher votre marché hyper vite.
C'est le webinaire que je vous ai mis, la Zoom ES. Donc, pour tous ceux qui sont vraiment en PLS, demain, on verra comment lancer un nouveau produit en 2-3 semaines. Quoi. Voilà, désolé, j'ai d'autres webinaires, mais je n'allais pas les publier parce qu'il n'y avait pas de rapport. Mais là, du coup, j'ai pris le leadership. Désolé, Ouais, t'as bien fait, c'est un t'as coup bien fait. d'état, je fais ma pub. Mais en gros, c'est un webinaire gratuit. J'ai organisé ça avec David Flack là, qui fait de l'accompagnement de start-up dans l'INO. Et là, il y a des clients qui sont complètement apathiques et qui ne bougent plus. Il y a des clients qui innovent hyper vite. Voilà, on répondra très en détail à toutes vos questions sur le sujet. Donc, pour ceux qui se posaient des questions qui sont un peu en PLS, le lien ne fonctionne pas pour le Zoom. Ah, Faut excusez-moi. regarder le HTTP. Ah non, ouais, j'ai fait de la merde. Je ne vous ai pas partagé le bon lien. Je suis vraiment un énorme tocard. Merci, Cédric. Heureusement qu'il y en a qui suivent. Hein. Voilà, je veux vous envoyer. Peut-être nous renvoyer le lien. Et voilà, et ceux qui sont intéressés, suivez-moi sur LinkedIn, Grégoire Combato ou sur Twitter. Je fais pas mal d'actu. Voilà, si vous n'étiez pas. Désolé, c'est mon petit call to action. J'essaie de récupérer des abonnés. En tout cas, je fais pas mal de trucs sur la communication de crise. Bah, c'est super, en tout cas, merci beaucoup Grégoire. Moi, je me suis inscrit à la Forge, hein, du coup, j'ai. Yes. J'avais- Non, mais voilà, je vous ai pas envoyé le lien de nos formations et compagnie parce que là, ça fait pas l'information. Attends. Qu'est-ce qu'on me dit? Ah oui, LinkedIn, pas forcément. Ah oui, il y a mon lien de mon Grégoire, mon LinkedIn, ouais, si vous voulez me suivre. Mais ouais, non, merci pour l'inscription. Non, mais voilà, je vous ai pas donné nos formations, nos machins, nos trucs, parce que je pense que c'est pas ce qui va vous servir le plus. Si vous avez besoin, bah, juste envoyez-moi un email à grégoire@germinal.io. Et voilà, les trucs qui peuvent vous servir, c'est vraiment ce webinaire sur l'INO. Et après, tous les trucs que je fais sur Twitter, ça peut aussi vous permettre de détecter des signaux faibles avant. Parce que moi, j'ai mis beaucoup de temps à suivre les bonnes personnes sur Twitter. Et dans les périodes de crise, vous savez, c'est ce qu'on appelle les men before headlines. C'est les gens qui voient avant que ce soit dans les gros titres. Et quand vous suivez ces gens-là, vous avez toujours 2, 3, 4 jours d'avance sur les autres et ça vous permet de faire des trucs. Je vais Ouais, garder je la pense forme. que ce que je vais aussi en profiter pour vous partager, alors c'est aussi sur le sujet de la croissance, un document qui a été partagé par une des startups qui est accompagnée par Emera, qui est en fait une espèce de Google Sheet qui est open source et qui permet de comprendre dans quel contexte sont les fonds d'investissement en Europe. Donc, chacun a rempli son profil et en gros, ils mettent une petite ligne de commentaires et ils détaillent sur ben voilà, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils prévoient de faire pendant la crise du Covid. Donc, c'est assez intéressant. Nous, on avait chez Mera, on avait des startups qui étaient en cours de levée de fonds. Bah, du coup, ça s'est stoppé net parce que c'était des business assez particuliers. Donc, du coup, on a dû revoir avec eux on va dire des plans de trésorerie. Mais bon, en tout cas, voilà, on partage énormément justement entre startups. Donc voilà, je pense que ça peut être très utile. Et puis voilà, je pense qu'on a bien fait le tour. Merci beaucoup. En tout cas, Grégoire, tu veux rajouter quelque chose pour la fin ou le mot Bah, de la fin juste gardez la pêche et dites-vous que les crises, c'est pas cool, mais que c'est un moment aussi hyper excitant. Et vous savez, la différence entre un sportif de haut niveau et un sportif tout court, c'est qu'un sportif de haut niveau, avant une grande compétition, il est excité, alors qu'un sportif, il a juste peur. Et dites-vous que voilà, cette peur, cette appréhension que vous avez, c'est la transformer en excitation, de l'énergie positive. Et vous allez voir, ça va bien se passer. Et même si ça se passe mal, c'est pas grave. De toute façon, vous y pouvez rien. Ce qui est important, c'est pas ce qui nous arrive, c'est ce qu'on en fait. Donc voilà, essayez de transformer votre peur en excitation. C'est ce que font les sportifs de haut niveau. Et vous allez tout déchirer pour ceux qui ont une boîte. En tout cas, merci à tous et je fais cœur sur vous. Je vous Merci envoie plein de beaucoup. En bonnes tout cas, vibes. Soyez Grégoire. forts. Un grand merci à tous d'avoir participé. Pour celles et ceux qui sont intéressés, hein, je vous donne rendez-vous vendredi à 14 heures pour un décryptage des nouvelles mesures sociales et fiscales des TPE, PME. Je pense que c'est un sujet sur lequel on se pose beaucoup de questions. Il y a beaucoup de choses qui ont été déjà traitées sur le sujet, mais là, suite aux annonces qui ont été faites lundi, voilà, ça peut être aussi intéressant. Donc, bah, écoutez, en tout cas, voilà, merci beaucoup Grégoire. Merci à toi Profite pour bien déjà l'invitation, du c'était vraiment cool. déconfinement et puis ouais, gardez la pêche. Allez, À plus, ciao. salut.